La Nièvre numérique, magazine mensuel présenté par Olivier Roland. Je reçois aujourd'hui, comme toujours, M. Pierre Bareil, directeur de Nièvre numérique. Depuis la fin de l'année 2013 et jusqu'à aujourd'hui, on a parlé de pas mal de sujets qui touchaient le numérique dans la Nièvre. On a parlé de la téléphonie, on a parlé de la fibre optique pour tous, enfin on a fait beaucoup de sujets. Je vous propose que cette fois-ci, aujourd'hui, on parle des mots, qu'on démystifie les mots qu'on emploie tout le temps et qu'on ne comprend pas toujours très bien. DSL, SDSL, mégabit, WiMAX, enfin il y en a beaucoup. Et ça serait bon que les auditeurs comprennent un peu mieux tout ça parce qu'on est souvent un peu perdu. Vous êtes un spécialiste et donc on va profiter de vos lumières. Est-ce qu'on pourrait commencer d'abord pour parler de la puissance qui existe dans toutes ces liaisons ADSL, SDSL, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, bonjour monsieur Roland. Oui, effectivement, maintenant ça va faire un petit peu plus de 10 ans que tout le monde, je pense, commence à se familiariser en tout cas avec les termes de l'Internet. L'ADSL, c'est vrai que c'est l'usage le plus répandu en France, qui est qu'avec une ligne téléphonique qui traditionnellement ne permettait que de téléphoner, maintenant on fait véhiculer un signal en fait électrique à une autre fréquence sur cette même ligne, et c'est ce signal qui permet d'avoir Internet. On branche son ordinateur et on a Internet. Exactement, sur la ligne téléphonique. Donc la ligne téléphonique maintenant a deux usages. Voilà, d'un côté, je peux toujours téléphoner, de l'autre, je peux également accéder à Internet. Ça, c'est la DSL. Ça, c'est la DSL. Alors, il y a quelques temps, je sais pas, il y a quelques années, quand on avait 500K, on était content. Alors, les puissances, c'est quoi aujourd'hui ? Voilà, on fait un rapide historique. On a commencé avec l'Internet avec 50 kilobits. Tout le monde se rappelle la petite musique là quand on se connectait, hein, le fameux sifflement. Maintenant, effectivement, la DSL, quand ça s'est mis en place, alors je rappelle que le A veut dire asymétrique et que la vitesse, ça veut dire que la vitesse, lorsqu'elle quitte l'ordinateur pour aller sur Internet, est moins rapide que, la vitesse des signaux et des informations que l'on reçoit. Qui rentre dans la net. Voilà, en général, c'est un rapport qui varie de 1 à 4 à 1 à 10. Et c'est vrai qu'on a démarré avec, le standard quand il est apparu, 512, 1 méga, 2 mégas. Voilà, donc ça, c'est vraiment, ce qui a équipé majoritairement tous les foyers. Dans la Nièvre, c'était l'époque 2004-2006. Voilà. Parce que dans la Nièvre aujourd'hui, avoir plus de 2 mégas, c'est déjà... C'est rare. Non, avoir plus de 2 mégas, c'est quand même maintenant de plus en plus fréquent. D'abord parce qu'il y a une intervention publique. Donc ça a été le premier objet aussi de l'initiative publique du Conseil général et de l'agglomération de Nevers. C'était de déployer un réseau pour justement permettre aux Nivernais, parce qu'il y a des équipements qu'il faut installer dans les centraux, qui permettent de justement monter ces débits. Donc l'évolution d'ailleurs de la DSL, ça a été la DSL 2+, ce que tout le monde connaît, pas à travers ce terme-là, mais plutôt à travers le terme l'offre triple play, c'est-à-dire l'Internet, la télévision, la téléphonie. Voilà. Ça a été, une grande étape lorsqu'en 2008, on a ouvert ce service sur le réseau départemental. Il y a quand même, plus de la moitié des foyers du département qui peuvent, quand ils souscrivent à une offre avoir le triple play auprès d'opérateurs nationaux, avoir le triple play, Internet, télévision, téléphonie. J'ai compris que pour avoir la télévision, il fallait avoir au moins 4 mégas. Alors voilà, il y a un débit minimum. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas 4 mégas. Alors, il y a tous les foyers qui sont effectivement raccordés par des lignes téléphoniques qui sont trop éloignées du central. Voilà. Donc c'est vrai que quand le central téléphonique est au cœur de la commune, on peut avoir un bon débit. Par contre, quand le central téléphonique est à l'extérieur de la commune, voire même très éloigné, ou alors le logement, lui, n'est pas dans le bourg, mais est à l'extérieur du bourg, par exemple comme des hameaux qui sont distants, effectivement, dans ce cas-là, ils ne sont pas dans cette situation, le signal est trop faible, donc ils peuvent avoir 1 méga, 2 mégas, mais ils ont donc qu'une partie de l'offre commerciale. On va voir tout à l'heure s'il y a peut-être pour ces gens-là des solutions alternatives, etc. Mais alors, quand on dit SDSL, ça concerne le particulier ou pas ? Le SDSL, historiquement, c'était surtout pour les entreprises. C'était quoi ? C'était un lien 2 mégabits symétrique. C'est-à-dire que les débits étaient aussi rapides en descendant, oui, comme en débit montant. Mais surtout, c'est, une voie réservée. C'est une voie réservée. C'est-à-dire que autant, ce qu'on parle de ADSL, c'est un petit peu comme l'autoroute. Quand il y a pas beaucoup de monde, c'est pas très fréquenté, ça fonctionne très bien, et on voit bien qu'aux heures où c'est très chargé, ça fonctionne moins bien, en tout cas on roule moins vite. Idem,
Le SDSL, c'était quoi? C'est une voie rapide qui est réservée. Il faut voir également que la DSL, on va dire traditionnellement, était à 30 €. Le SDSL, à 2 mégabits symétriques, on est de l'ordre de, j'allais dire les chiffres, en tout cas, des catalogues de services des opérateurs. Historiquement, on était à 350 € hors taxe par mois. Oui, c'est vraiment pour l'entreprise. Voilà. Donc c'est de dire, voilà, c'est un service qualifié. Derrière, bien évidemment, ça a un coût. Donc SDSL, bon, on connaît le mot, c'est donc symétrique, même vitesse que le retour, mais enfin pour l'auditeur lambda, on n'est pas concerné par le SDSL. On n'était pas concerné par le SDSL. Alors par contre, voilà, pourquoi maintenant on passe du haut débit à, j'allais dire, rechercher plus de très haut débit. En tout cas, améliorer notre 2 mégabits. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec le DSL2+. Il y a une technologie qui existe depuis d'ailleurs très longtemps, mais qui était très peu développée en France, mais que maintenant les opérateurs, j'allais dire notamment l'opérateur historique, souhaitent à nouveau développer, qui est le VDSL2. Inconvénient, donc là on est plutôt sur des débits de 30 mégabits toujours descendants. Je ne parle pas des débits montants qui en général sont toujours bridés à souvent 1 ou voire 2 mégas maximum. Pourquoi il y a cette tendance? C'est parce que il y a eu aussi une augmentation considérable des usages. Il faut savoir que tous les 2 ans, le volume des données décuple. Les premiers usages, ça a été sur Internet la messagerie électronique, donc du texte en HTML. Là maintenant, on est sur des usages où on envoie des photos, on reçoit des photos, on télécharge des films. Et donc bien évidemment, les débits ne font que croître parce que les volumes de données échangés dans les deux sens ne font que croître. Donc cette notion d'asymétrie, de toute façon, avec le temps, va s'estomper parce qu'on va être autant producteur, j'allais dire, de données que consommateur de données. De plus en plus. Parce que pour l'instant, le particulier il est surtout intéressé par ce qui rentre, parce que lui-même, il envoie moins par rapport à ce qu'il consulte, ce qu'il envoie est très faible. Alors, c'est valable pour les particuliers qui sont, j'allais dire, consommateurs d'informations, consommateurs de... par exemple, lorsqu'on fait du commerce, par exemple. C'est-à-dire qu'on va chercher, on va consulter une vitrine, on va vouloir voir les chaussures, les voitures. La seule chose qu'il envoie, c'est son numéro de carte bleue. Il envoie le numéro de carte bleue et puis la commande en disant « je veux voir ceci ». Ça, c'est vrai. Mais dans le même temps, on voit bien qu'il y a des usages, notamment que les jeunes développent, qui sont par exemple les jeux en ligne, où les jeunes jouent en ligne maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont chacun dans leur canapé. Ils sont dans les deux sens, oui. Mais ils jouent tous ensemble sur le même serveur. Et là, on imagine bien que les volumes de données, aussi bien reçus que émises, sont de plus en plus importants, les données sont partagées. Il y a également le cas des personnes qui, par exemple, ont des blogs, et donc qui alimentent, et donc d'un seul coup, mettent en ligne de la vidéo, mettent des photos. Et c'est ces usages-là qui sont en train de se développer. Et il y a le cas également des professionnels, c'est-à-dire que les professionnels, de plus en plus, ont un usage, j'allais dire, d'Internet qui est en train de sortir des limites de l'entreprise, et notamment pour être au domicile. Alors ça a des avantages, des inconvénients, c'est certain, mais ce qui est sûr, c'est que ça veut dire que là également, il y a un usage qui se développe, et que c'est toujours des données, j'allais dire, qui augmentent, et sur lesquelles on veut pouvoir intervenir dans l'immédiateté. Voilà, il y a ça, c'est cet aspect-là. Vous écoutez RCF, la suite du magazine La Nièvre numérique présenté par Olivier Roland. Donc je reçois M. Pierre Bareil, directeur de Nièvre numérique. Vous nous avez expliqué l'évolution des besoins en rapidité pour Internet. On va revenir sur des mots maintenant tout simples. Télécharger. On croit qu'on comprend. Podcaster, est-ce que c'est pas tout à fait pareil? Puis quand on regarde un film, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que c'est les différences entre tous ces mots? Alors, on va peut-être commencer par télécharger. C'est vrai que c'est une invitation qui est faite en général à beaucoup de personnes. Télécharger une application, par exemple, sur son mobile. En fait, télécharger, ça veut dire aller chercher en fait une série de données qui, elles, sont organisées. Parce qu'en général, c'est par exemple un petit système logiciel. Donc, que l'on va aller chercher sur Internet, c'est-à-dire sur un serveur qui est quelque part dans le monde. Il faut être clair que c'est comme ça. Et cette action-là de téléchargement, c'est je vais chercher des informations qui sont stockées quelque part et je les rapatrie sur mon terminal. De façon définitive. Sur mon téléphone.
Tant qu'on ne les a pas effacés, en général, soit c'est une petite application, donc après qui s'anime, du genre SNCF, je veux voir les départs de train dans la gare, les arrivées, les horaires réservés. Donc ça, c'est une petite application qu'on télécharge, qui s'installe et qui s'active en fait quand on va l'utiliser. Mais on peut également télécharger des dossiers, on peut télécharger un film, sa déclaration d'impôt, par exemple. Le formulaire. Le formulaire, voilà. Donc, c'est vraiment un document qu'on rapatrie sur son terminal. On peut télécharger un film. On peut télécharger un film. Et à ce moment-là, il est dans l'ordinateur définitivement. Quand on télécharge un film, effectivement, ça veut dire que c'est bien un agrégat de données, donc un fichier que l'on rapatrie sur son ordinateur. En général, la consommation de vidéos à la demande, c'est dans le cas présent, on n'est pas vraiment sur du téléchargement. Oui, on va en parler, c'est pas la même chose. Donc. C'est pas la même chose. Donc télécharger, on comprend un petit peu ce que c'est. Alors podcaster. Donc, nous, à la radio, RCF, donc on dit toujours aux auditeurs, si cette émission vous a plu, vous pouvez l'écouter sur RCF à la demande et vous allez podcaster l'émission. Voilà, podcaster, en clair, effectivement, quelqu'un qui voudrait écouter notre émission sur son ordinateur, il va taper RCF, il va voir effectivement l'heure à laquelle on a réalisé cette émission et ils vont être invités à cliquer sur un petit bouton et depuis leur ordinateur, ils vont écouter à nouveau cette émission. Donc là, ils ne la téléchargent pas, c'est-à-dire que quand ils auront fini d'écouter, ça ne sera pas dans leur ordinateur. Exactement. Ils ouvrent une fenêtre qui leur permet d'écouter l'émission et ensuite ça se referme. Par contre, ils peuvent le faire de manière régulière, autant de fois qu'ils le veulent. Surtout tout ce qui a été mis en mémoire. Donc. Exactement. Tant que c'est sur le serveur sur lequel on peut se connecter, ils peuvent écouter et réécouter cette émission. Donc en général, dans les radios, c'est vrai que les durées pour réécouter sont des fois plus d'1 an, non ? Nous, on conserve des émissions, 2 ans. On a des émissions qui ont 2 ans, ou 2 ans et 3 ans même, qu'on peut réécouter aujourd'hui. Il suffit de s'abonner, ça ne coûte rien. Et les gens qui sont abonnés, ils ont un mot de passe pour rentrer. Et ensuite, ils peuvent réécouter des choses très anciennes. Alors ça, podcaster, télécharger, on comprend. Alors je crois que pour le film, vous dites autre chose, vous avez mis un mot bizarre, Bistream. Bistream, oui. Alors je vous ai parlé du Bistream, en fait c'est de dire lorsque par exemple une assemblée publique se tient et qu'elle est rediffusée sur Internet, effectivement un Bistream c'est quoi ? C'est je me connecte à Internet sur un lien qui me permet d'accéder directement aux images qui sont retransmises de cette assemblée publique. On est en direct alors ? Là on est en direct mais par Internet. On est en direct par Internet parce qu'il y a une caméra dans la salle qui filme et qui enregistre et qui, voilà. Et donc, là, on a qui nous renvoie tout ce qui se passe. Le mode Bistream, on est dans le direct. Le mode podcast, c'est si ça a été enregistré, on peut accéder au fichier. Exactement. Et donc revoir et réécouter cette réunion, par exemple, ou cette assemblée qui s'est tenue. Et vous me donniez l'exemple du Conseil général. On peut, avec le Bistream, suivre des réunions du Conseil général. Oui, il y a des assemblées du Conseil général qui sont retransmises sur Internet. Oui. Alors, VOD, vidéo à la demande. Oui, les acronymes en général sont des acronymes anglo-saxons, donc c'est pour ça. Mais effectivement, VOD, c'est bien la vidéo à la demande. C'est ce que je pense de plus en plus d'usagers maintenant utilisent à travers la box, c'est-à-dire le menu à travers lequel on accède à un catalogue de films qui sont proposés par des sociétés de services. Enfin, c'est en général les producteurs des chaînes de télévision d'ailleurs qui proposent ces catalogues. On télécharge le film pour le voir, mais quand je dis on le télécharge, c'est justement ce que vous disiez, la différence. Il rentre dans la mémoire de l'ordinateur ? C'est du podcast ou du téléchargement ? Il peut être téléchargé sur certains disques durs. Voilà. Donc après, c'est des choix de distribution. Certains peuvent être enregistrés, puisqu'après on va reprendre à nouveau à la demande pour relire, mais le fait de le consommer, donc le fait de le voir, souvent fait que ça va être effacé dans le même temps, en local. Par contre, on a un délai, en général c'est 24 heures, c'est-à-dire que quand on achète un film en vidéo à la demande, pendant 24 heures, le producteur vous dit, vous pourrez le revoir, le revisionner autant de fois que vous voulez. Donc ça veut dire qu'on reçoit bien le signal, mais le signal, vous n'en gardez pas la mémoire, en fait. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'à nouveau, si vous voulez le revoir, faut recommencer. Ce n'est pas le document qui est sur votre terminal. Oui. À nouveau, vous allez réaccéder à la bibliothèque et ouvrir. C'est ça. On est dans un mode, de consommation. C'est-à-dire, pour faire court, de flux. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir.
Vous écoutez RCF Nièvre, dernière partie du magazine La Nièvre numérique présenté par Olivier Roland. Donc je reçois M. Pierre Bareil, directeur de Nièvre numérique. Bon, on a abordé déjà pas mal de choses, mais dans la première partie, on avait parlé des vitesses de communication à travers Internet, et puis on voyait que quelquefois on n'avait que 2 mégas, que c'était un peu juste pour beaucoup de choses. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions alternatives? Est-ce que le mot barbare WiMAX ne cache pas quelque chose qui pourrait être une solution alternative? Alors le WiMAX, oui, c'est une solution radio qu'on a déployée depuis 2008. En fait, le WiMAX, c'est comme, j'allais dire, la 3G, voire même la 4G maintenant, sauf que nous, au lieu d'être en mobilité, on est en mode fixe. Donc c'est des antennes qui sont installées sur des pylônes radio ou de téléphonie mobile ou sur des châteaux d'eau, en tout cas sur des points hauts, qui émettent des ondes. Et la solution WiMAX, c'est quoi? C'est une antenne qui est installée en général sur le toit de la maison. Donc quand il y a un mât d'antenne télévision, on accroche l'antenne sous l'antenne de télévision. C'est un petit boîtier qui sinon, n'est pas très important. On se met sur une cheminée. Ou qu'on peut attacher une cheminée, voire même à une façade, dans les cas les plus favorables. Vous avez un fil qui descend de la maison. D'à côté, on branche sur le secteur, parce qu'il faut une petite alimentation de 12 volts pour que cette antenne fonctionne. Et de l'autre côté, on a une prise RJ45, c'est-à-dire la fameuse prise qui vous permet de se connecter à son ordinateur. Et à travers ce lien radio, dont le débit, alors là, à nouveau, on revient sur le débit descendant, qui est d'à peu près entre 4 et 10 mégabits. Donc c'est mieux que 2, ça. C'est effectivement beaucoup mieux que 2 mégabits. Là, on peut regarder la télévision. Alors, on ne peut toujours pas envisager la télévision. Non, pardon, oui, excusez-moi. Sur les radios, on peut regarder du film. On peut faire de l'Internet et on peut, par contre, coupler effectivement ce service d'accès à Internet, on peut le coupler à de la téléphonie qu'on appelle sur IP, c'est-à-dire en mode Internet protocole. Et ce qui fait que si on a une ligne téléphonique filaire, on peut s'affranchir de cette ligne téléphonique filaire et dire maintenant mon lien de connexion, c'est ce lien de connexion radio WiMAX. L'abonnement Orange, on tire une croix dessus, c'est terminé. Exactement. Alors on peut avoir de la puissance. On a un autre type d'abonnement qui n'est pas plus cher qu'Orange, j'imagine. Est-ce que tout le monde peut y avoir accès? Quelles sont les contraintes? Alors, tout le monde peut y avoir accès, j'allais dire, dans la limite de la couverture, effectivement, radio. Là, on sait tous ce que c'est d'être couvert ou pas couvert en radio. En WiMAX, on a, j'allais dire, la même difficulté. Il y a effectivement des foyers qui, pour des raisons de relief, par exemple, souvent les foyers qui sont situés le long des rivières, puisque les cours d'eau sont les points bas, très encaissés. Donc c'est vrai que là, c'est très délicat. Et en général, la solution, quand il n'y a ni WiMAX ni ADSL en éligibilité, il ne reste plus que la solution satellite. Et là, ça coûte cher. Alors le satellite, effectivement, coûte un peu plus cher. Enfin, malgré tout, il y a combien dans la Nièvre de pylônes qui émettent en WiMAX et qu'on peut recevoir? On a pour l'instant dans le département 52 stations WiMAX. Ah oui, 52, donc il y a quand même pas mal d'habitants qui doivent être potentiellement couverts par ce relais. Donc le potentiel, si j'allais dire, j'écarte un petit peu parce qu'il y a un fort potentiel sur l'agglomération de Nevers. L'agglomération de Nevers, on couvre, j'allais dire, quasiment presque toute l'agglomération de Nevers en WiMAX. Et sinon, sur le reste du département, on est, j'estime, entre 15 et 18 000 foyers couverts effectivement en technologie WiMAX. Réellement, maintenant, potentiellement, ça peut être beaucoup plus élevé. Il n'y a pas de publicité pour dire aux gens, venez sur le WiMAX, vous aurez plus de puissance, ça ne vous coûtera pas plus cher qu'Orange. On ne fait pas ça. Non, alors j'allais dire, un des déficits de notoriété du WiMAX, c'est effectivement qu'on n'a pas d'opérateurs nationaux, donc parmi nos 4 majeurs, en tout cas, que l'on connaît, traditionnels. Ces opérateurs, eux, n'utilisent pas cette technologie, ou en tout cas n'ont pas souhaité pour l'instant l'adopter. Et les opérateurs WiMAX sont effectivement un petit peu méconnus du grand public. Ce qu'on peut inviter, c'est les personnes à venir par exemple sur le site de Nièvre numérique et ils vont trouver dessus la fiche d'information qui donne toutes les informations. Ils pourront voir s'ils sont bien placés par rapport à l'un des 52 pylônes. Alors, ils ne verront pas effectivement leurs conditions d'éligibilité. Par contre, s'ils s'adressent à un de ces opérateurs, dès que ces opérateurs sont interrogés, la première chose qu'ils font, c'est de vérifier effectivement sur le serveur d'éligibilité si le foyer est couvert ou pas. Voilà. Donc une fois que la réponse est apportée, ensuite ils peuvent très bien souscrire à une offre. Donc vous incitez à aller voir sur le site Nièvre numérique
je sais pas, il doit y avoir une rubrique WiMax ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas une rubrique WiMax, mais il y a des rubriques projets, mais il y a une rubrique également, je crois que c'est les documentations, et sur lequel ils vont trouver toutes les informations. Voilà. Sur le WiMax. Dans la rubrique information, Ils auront les coordonnées de quelqu'un qui pourra leur dire, est-ce que, en fonction de leur habitation, si le relais sera bon par rapport à l'un des 52 pylônes. En fait, il y a les opérateurs, donc on a 5 opérateurs WiMax. Oui, vous m'avez donné des noms comme Ozone, WiBox, c'est des noms complètement inconnus. C'est inconnu sinon, du grand public, ça. C'est pas que c'est inconnu du grand public, mais j'allais dire, c'est des opérateurs qui n'ont pas l'envergure ni la stature d'un opérateur comme Orange ou SFR. Et c'est vrai que eux, leur mode de communication n'est quasiment que sur leur site internet, quoi. Alors, ils communiquent peu et du coup, ça se développe lentement, alors qu'en fait, finalement, on pourrait avoir plus de puissance pour le même prix. C'est vrai. Donc ça, c'est une promotion sur laquelle il faut régulièrement revenir pour expliquer à la population. Mais c'est vrai que ce déficit de notoriété fait que, dans le même temps, il y a peut-être une frilosité, en tout cas, des usagers à ne pas souscrire à une offre, alors qu'en termes de performance, effectivement, j'allais dire, c'est pas le nom de l'opérateur qui fait la différence, c'est qu'une fois qu'on a une connexion WiMax, par exemple, qui va fonctionner très bien entre 6 et 8 mégabits, c'est vrai que ça change, j'allais dire, les conditions d'usage par rapport à un ADSL, par exemple, limité à 512 ou 1 mégabit. Et si je peux le rappeler également, il y a un numéro Azure qui est le 0810 58 58 00 00 58. 58. Bon, c'est facile de se souvenir. Là, voilà, ce numéro-là est un numéro vert et donc tous les Nivernais, s'ils appellent ce numéro, ils auront toutes les informations également. Donc on répète, 0810 58 00 58. Alors pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, quand on installe un WiMax chez un particulier, donc il y a le problème du relais, mais effectivement on descend un câble, au-dessus du toit il y a une réception, et on descend un câble qui va aller sur l'endroit où on met son ordinateur dans la maison. Ça coûte quelque chose de faire cette installation? Alors l'installation, elle coûte, et en plus elle est techniquement, je ne vais pas dire très compliquée. Mais c'est vrai que c'est une installation qui demande un minimum de connaissances techniques. Et en fait, ce que l'on a, nous, mis en place sur le département, c'est on a agréé un installateur qui se charge de toutes les installations WiMax sur le département. Et ces installations sont gratuites pour les personnes qui souscrivent aux offres WiMax. Pourquoi ? Parce que ces installations sont prises en charge par une société délégataire, Nivertel. C'est-à-dire que l'on soutient, et notre délégataire surtout soutient, j'allais dire, ce service et cette technologie en faisant le pari de je gomme, j'allais dire, les coûts d'installation, parce que c'est vrai qu'une installation... C'est eux qui payent l'installateur. C'est eux qui payent. Et après, effectivement, on reste à la charge de l'usager que, j'allais dire traditionnellement, ce que l'on trouve aussi dans les autres offres, notamment ADSL, c'est-à-dire l'abonnement au service et en général quelques euros pour la location de la box. Donc c'est important quand même qu'on ait bien à l'esprit que ce coût il existe, mais il n'est pas à la charge du particulier qui veut avoir une liaison WiMax. Ce n'est pas supporté effectivement par le particulier qui souscrit à l'offre WiMax. C'est supporté finalement par Nivertel dans le cadre de la délégation qu'il a reçue globalement, et il y trouve probablement son compte parce qu'il a accepté ça. C'est une façon effectivement de développer le parc de clientèle du réseau. Alors il faut rappeler que c'est un réseau public, hein. C'est-à-dire que c'est quelque part une infrastructure publique et donc ça paraît légitime que cette infrastructure, on invite les usagers et donc les habitants, les Nivernais, à la mobiliser. Alors tout à l'heure, vous m'avez encore employé un mot que j'ai trouvé presque grossier, parce que pour moi, c'est presque un gros mot, j'ai jamais entendu ça, MOC. Oui, le MOC, c'est... M2OC, vous m'avez dit. Alors ça ne m'a pas plus éclairé en l'écrivant M2OC. Également, c'est un acronyme anglo-saxon. En français, c'est plutôt... Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des cours... oui, c'est des cours qui sont faits, enregistrés en tout cas, voilà, qui sont pré-enregistrés et qui permettent ensuite à des étudiants d'accéder à ces cours en se connectant par Internet. Donc là, on est... j'allais dire, dans ces nouveaux modes de diffusion du savoir et le fait que, notamment des étudiants, alors ça, pour l'instant c'est surtout très répandu dans l'enseignement supérieur, ou en tout cas ça se développe dans l'enseignement supérieur, il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher de manière conséquente en France, qui est cette diffusion du savoir dans l'enseignement supérieur,
qui sort un petit peu des limites de ce que sont les centres universitaires. Donc, ça n'est pas un produit qui va vivre tout seul. Par contre, ça devient un nouvel outil, j'allais dire, qui peut combiner aux enseignements traditionnels tels qu'on les connaît en amphithéâtre, avec les travaux dirigés, avec également des cours qui sont retransmis en visioconférence. Ça, c'est encore un outil supplémentaire. Mais un des avantages, c'est qu'effectivement, c'est ces conditions d'accès, ces conditions de diffusion, et qui fait que des étudiants peuvent revenir sur des enseignements qui ont été faits. Et c'est toujours compliqué, une fois que, j'allais dire, la porte de l'amphithéâtre se fermait, de revenir. Là, enfin, on est sur notre mode d'accès au savoir. Au lieu de relire son polycopier, comme autrefois, là, on peut réécouter ce qu'a dit le professeur. Oui, bien sûr, et ça c'est important. Alors, si on peut réécouter ce qu'a dit le professeur, est-ce que finalement, il n'y a pas toute une économie du budget de l'étudiant qui pourrait être considérablement modifiée? Parce que il peut y avoir un professeur à la Sorbonne qui fait un très beau cours, on peut être à Nevers et les parents ne peuvent pas payer le budget d'un étudiant à Paris, c'est hors de prix, mais néanmoins le cours est à Nevers. S'il y avait simplement des chargés de travaux dirigés qui seraient décentralisés en France, puis il y en aurait à Nevers qui pourraient faire le lien entre le cours du prof et les élèves qui sont géographiquement toujours à Nevers, est-ce qu'ils ne pourraient pas développer plusieurs années universitaires comme ça, même aller peut-être assez loin dans les études? Alors, je pense que ça permettra effectivement d'étoffer, en tout cas, l'accès à l'enseignement supérieur, au moins pour les premières années d'enseignement supérieur. Après, j'allais dire, l'organisation et l'emploi du temps des étudiants fait qu'à partir de 3e, 4e année, on est sur des diversités d'activités. Mais on peut imaginer qu'une première ou une deuxième année, ce soit une des solutions qui permettent à des étudiants qui, lorsqu'ils ont passé leur baccalauréat, ne soient pas obligés effectivement de rejoindre la capitale régionale ou pour nos locaux en général se diriger soit vers Clermont-Ferrand, soit vers Paris, avec évidemment, tous ces coûts d'attendance qu'en général supporte la famille. Et on voit bien que ce n'est pas forcément en plus les meilleures conditions dans lesquelles l'étudiant est positionné pour vraiment faire des études. Donc, ça doit être à mon avis, ça va être très ingrat. Parce qu'il y a une espèce de solitude quand même dans un schéma comme ça. Bon, en tout cas, c'est des tout petits groupes qui vont peut-être s'agréger. Il n'y aura pas les bons souvenirs de la vie d'étudiante à Clermont ou à Paris, ou je ne sais pas. Ça sera complètement différent. Ce sera différent, mais je pense que c'est une combinaison. Idem pour le professeur qui va diffuser un savoir. Je ne pense pas qu'on en ait encore à avoir un seul. Il ne sera pas uniquement devant une caméra. Je pense qu'il faut encore qu'il y ait de la multiplicité dans les diffusions de contenu. Il faut avoir plusieurs visions aussi du sujet, plusieurs modes de discours portés sur des sujets qui sont des fois en général très pointus. Par contre, ça permet de toucher un plus grand nombre. Bon, on va voir ça dans les années qui viennent, comment ça se développe. Oui, c'est important. À mon avis, c'est très important, surtout pour... Mais des villes comme Nevers qui n'ont pas d'université, c'est peut-être très important. Ça peut être surtout pour les jeunes de Nevers qui sont appelés en général à quitter Nevers parce que l'offre universitaire, en tout cas, était encore réduite. Ça permettrait d'étendre cette offre et de dire à ces jeunes, vous pouvez encore profiter, j'allais dire, de vos années... déjà parce que vous êtes hébergé en famille, par exemple. Financièrement, c'est plus facile, mais enfin, ça ne fait pas une belle vie d'étudiante, quand même. Non, mais c'est bien pour ça que ce n'est pas une offre en soi. Par contre, c'est une alternative qui est très intéressante. Voilà. Monsieur Bareil, merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur ces mots qu'on ne comprend pas toujours très bien.